Alors, je ne suis pas radiothérapeute, je suis simplement chirurgien. Je remercie le laboratoire Clérad d'avoir organisé cette session. C'est en tout cas personnellement un sujet important en tant que chirurgien spécialisé dans la chirurgie mammaire. L'implication concrète de la désescalade thérapeutique et en particulier dans le cancer du sein localisé. Mais je vais d'abord laisser la parole au professeur Jean-Pierre Gérard, que tout le monde connaît, impliqué dans le développement de cette technologie depuis de nombreuses années. Il nous expliquera, ancien directeur général du Centre Antoine Lacassagne, et qui va nous présenter, donc nous parler de ce fameux papillon. Merci Emmanuel. Et effectivement, je vais donc vous parler des spécificités techniques et des avantages cliniques de cette radiothérapie de contact. Comme vous l'avez dit, depuis 50 ans, je m'intéresse à cette technique avec la société anglaise Alfreton et plus récemment avec la société Clérad de Clermont-Ferrand qui fabrique le papillon plus. Et la radiothérapie de contact, en anglais on dit volontiers brachythérapie. C'est comme la curithérapie, ça se caractérise par le fait que la source de rayonnement est à proximité de la tumeur, alors que les accélérateurs, c'est à 1 mètre. Donc il y a la téléradiothérapie qui représente 95% de la radiothérapie et la brachy- ou curithérapie qui représente 5 à 10%. Et parmi cette brachythérapie, il y a donc la contact thérapie avec des appareils comme l'intrabeam, comme l'appareil papillon, le OMED, etc. C'est une niche technique en radiothérapie. Environ 1 à 3% des malades qui sont irradiés 200 000, 1%, 2 000 à 6 000 par an devraient ou pourraient avoir cette radiothérapie de contact qui se fait avec des rayons X de 50 kV. L'historique, en Allemagne, en 1926, il n'avait pas droit au radium. Donc ce monsieur Schaul a inventé avec la société Siemens le premier appareil de radiothérapie de contact pour des lésions, par exemple, intraorales ou intrarectales ou cutanées. Et puis ensuite, c'est mon patron Papillon dans les 60 et 70 qui a utilisé l'appareil Philips pour faire la radiothérapie de contact guidée par la vision directe en rectoscopie. Et puis plus récemment, pour ceux qui s'intéressent au sein, vous avez tous entendu parler de l'intrabeam, la société Zeiss et le fameux essai Target qui a remis tout ça à la mode. En 2001, j'avais quitté Lyon, j'étais à Nice et à ce moment-là, on a arrêté l'appareil Philips que j'avais emmené de Lyon à Nice. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur un ingénieur anglais, M. Spanswick, avec qui, vous voyez, on est à Londres en 2007, on a fabriqué le nouvel appareil papillon que vous voyez ici. Une caractéristique, c'est ce tube qui amène un refroidissement de l'anode et qui permet d'avoir des très forts débits de dose. Si vous n'avez pas de tube intrabeam 20 Gray en 30 minutes, si vous avez ce refroidissement, la même dose de 20 Gray, mais en 1 minute. Voilà le tube à rayons X et la source est ici. Et vous voyez, elle est à 3 cm et demi de la cible que l'on va irradier. Pour ça, on a bien sûr des applicateurs pour la paupière, pour la peau, pour les yeux. Et vous voyez ici le docteur Courdy à Lyon Sud, il y a une dizaine d'années, qui traite une tumeur de la pointe du nez exactement dans la même position que ce monsieur Schaul, 80 ans auparavant. 3 principes physico-techniques majeurs. Le premier, c'est que la dose est très inhomogène. La dose, elle décroît très rapidement, elle est calculée toujours à la surface de l'applicateur. Si vous faites le sein, si vous dites je donne 20 Gray, vous donnez 20 Gray à la surface de l'applicateur. Si vous dites dans une peau ou en péropératoire que je donne 20 Gray avec cet applicateur de 3 cm de diamètre, vous le donnez à la surface de l'applicateur et, comme la dose est inhomogène, vous voyez, elle décroît très rapidement. Et si la dose est à 100 ici, dès que vous êtes à 5 mm, vous avez plus que 50% de la dose. Et à 3 cm, vous n'avez pratiquement plus aucune dose. Vous pouvez faire des codes Monte-Carlo savants, vous irradiez le rouge et l'orange, et dans le bleu, il n'y a plus rien. Dose très forte dans la tumeur, parfaite protection des organes en profondeur. Pourquoi ça décroît rapidement? À cause d'une loi savante dont je ne vais pas vous expliquer les règles, mais je vais vous la faire très simple. C'est ce qu'on appelle la loi de l'inverse du carré de la distance. Et ça veut dire en gros que quand on augmente la DSP, vous passez de 3 à 4 cm ou de 2 à 3 cm, vous augmentez à énergie constante la pénétration de votre rayonnement dans les tissus. Et bien sûr, quand vous augmentez cette DSP, il faut laisser l'appareil un peu plus longtemps dans le sein ou sur la peau, et pour ça, il faut un fort débit de dose. Je vais vous donner 2 exemples rapidement. Le sein.
Vous avez des applicateurs de 3 cm, 3 cm et demi, 4 cm et demi. Si vous prenez l'applicateur de 3 cm, vous voyez ici la courbe, 3 cm, il y a pratiquement plus de dose dès qu'on est à 1 cm. Si vous prenez 4 cm, ça décroît moins vite à cause de cette fameuse loi. Et voilà les mesures. Si vous faites 20 grès à la surface de l'applicateur, avec le 3 cm à 1 cm, il vous reste 6 grès, pratiquement plus rien. Si vous avez pris le 4,5, vous avez encore 45 grès. Quand vous augmentez votre DSP, vous augmentez votre pénétration. Bien sûr, un petit peu plus longtemps, mais comme vous avez un fort débit de dose, ça ne joue pas. Autre exemple encore plus spectaculaire, pour faire du cancer du rectum et faire une radiothérapie intracavitaire, vous pouvez faire la radiothérapie de contact, mais vous pouvez faire aussi comme à Montréal, voire à Bordeaux, de la curithérapie à haut débit de dose avec de l'iridium. Avec la radiothérapie de contact, votre fameuse DSP, elle est de 4 cm. Avec l'iridium, comme les fils sont à la périphérie de l'applicateur, c'est 4 mm seulement. Et le paradoxe, c'est que l'iridium qui fait 300 kV, quand vous donnez 10 grès à la surface de votre applicateur, il ne vous reste que 2 grès à 1 cm, alors que vous avez du 300 kV. Et quand vous prenez le contact qui n'est que 50 kV, mais parce que vous êtes à 4 cm, vous avez augmenté votre DSP. Pour la même dose de 10 grès, vous avez 4 grès. Donc, pour le sein, par exemple, quand vous augmentez votre applicateur de 3 à 3,5 et 4, eh bien, vous avez une plus grande pénétration en profondeur. Deuxième caractéristique de cette radiothérapie de contact, on irradie des petits volumes. C'est la radiothérapie qui irradie les plus petits volumes. Un applicateur de rectum de 3 cm, 5 cc. Avec l'applicateur de sein de 4 cm, 20 cc. Quand vous faites de l'iridium, 100 cc. Quand vous faites un petit champ d'irradiation externe, 1 litre. Il n'y a aucune radiothérapie capable d'irradier un si petit volume avec la précision du millimètre. Et ça, c'est la troisième catégorie, c'est que vous avez le contrôle de la vision, et avec ce contrôle de la vision, votre précision, elle est de l'ordre du millimètre. Donc, quand vous avez un appareil de radiothérapie de contact, vous lui demandez 2 caractéristiques. Premièrement, qu'il fasse un rendement profondeur de 50% à 5 mm et qu'il ait un débit de dose de 15 grès par minute. Donc vous allez être efficace, toléré et ça va être rapide. Les principes généraux pour la clinique découlent de ces caractéristiques physiques. Et bien sûr, puisque c'est un petit volume, etc., il faut faire des tumeurs sélectionnées. C'est la clé d'ailleurs de toutes les bonnes thérapeutiques en cancérologie. Et vous sélectionnez des tumeurs accessibles aux tubes de rayons X, soit directement, soit en péropératoire, et de petits volumes, au-delà de 5 cm de diamètre, c'est pas l'idéal. Le traitement idéal, bien sûr, c'est la peau en ambulatoire, 3-5 séances de quelques secondes, contrôle de la durée, voilà, hop, le malade arrive à 11h, à 11h10, il est reparti, et vous lui faites 6 séances et vous guérissez dans 90% des cas. Avantage clinique qui découle de toutes ces caractéristiques, c'est un traitement simple, qui se fait toujours en ambulatoire, très coefficient. Si vous traitez 50 malades par an, peau, rectum, vous avez pratiquement amorti votre appareil. C'est non toxique parce que vous avez un tout petit volume et c'est efficace parce que vous faites une très forte dose et bien sûr, c'est bon pour préserver l'organe, la désescalade, car forte dose avec une grande précision, bien sûr, un peu d'expérience clinique et bien sûr, il faut une machine. Quelques exemples très rapidement, la peau. Alors voilà, des exemples de peau, des lèvres, des pointes de nez, voilà. Un exemple absolument idéal pour la radiothérapie de contact, les paupières. Vous tirez la paupière vers le bas, vous regardez vers le haut, vous irradiez vers le bas, vous guérissez les paupières, vous protégez le point lacrymal et vous avez pratiquement 95% de bons résultats en ambulatoire, sans toxicité. Ma première publication, je ne suis pas sûr que le professeur Gléen était encore aux hôpitaux de Lons-Suisse, en 71, et c'était avec Papillon. Voilà les tumeurs qu'on voyait à cette époque. On faisait 6 séances de radiothérapie de contact avec un applicateur de 1 cm, pas de cataracte et guérison. C'était Paufic à l'époque, le fondateur de l'ophtalmologie lyonnaise. Quelques mots de rectum, j'en parlerai tout à l'heure un peu plus loin. L'appareil Papillon 50, le tube est ici, le malade est en génie pectoral. On met un applicateur et on voit la tumeur avec la précision du millimètre. On met le tube à l'intérieur. On fait 30 grès en 2 minutes. C'est rapide, c'est simple. La dose très forte dans la tumeur, nulle en profondeur, des tumeurs polypoïdes, les voilà. Et vous voyez qu'en 3 séances, on a une réponse clinique complète dans 80% des cas. Actuellement, il y a 4 appareils en France. À Nice, il y en a même 2.
Il y en a un à Lyon-Villeurbanne et à Mâcon, ça c'est la même équipe autour du docteur Barbet. Et puis Gustave Roussy va faire son premier contact dans 15 jours à Gustave Roussy. Avec les Niçois et les Lyonnais, on a publié 74 malades en 2019. On a annoncé 94% de conservation sphinctérienne. On appelait ça la conservation programmée. Bien sûr, pour des malades sélectionnés précoces T2, T3 de moins de 5 cm de diamètre. Mais la référence, c'est bien sûr Angelita Bergama au Brésil, qui a inventé ce merveilleux mot qui résume tout, le watch, regarder la rectoscopie et wait, ne pas se précipiter avant d'opérer. Elle annonçait avec son traitement 47% de conservation du rectum. Et donc, on a dit, on va essayer de faire mieux. Et on va dans les tumeurs du bas du moyen rectum opérables T2, T3 de moins de 5 cm, comparé à Bergama, 45 grès en 5 semaines, puis un boost externe de 9 grès, à la même irradiation de 45 grès, mais le boost en radiothérapie de contact. Et éventuellement, si la tumeur faisait moins de 3 cm, on commençait par le contact. On voulait la préservation d'organes à 3 ans. Le résultat des courses, vous le connaissez, on l'a publié dans le Lancet il y a quelques temps. On passe de 59% à Bergama à 81%. Vous voyez, c'est hautement significatif avec un hasard ratio de 0,36. C'est une première pour moi et pour vous. Grâce aux statisticiens de la Cassagne, on a maintenant les résultats à 5 ans et ça se maintient. Vous voyez, la même chose en 3 ans et à 5 ans, 79%, 56%. De différence et en faveur bien sûr du contact. J'insiste beaucoup sur donner la radiothérapie de contact avant la radiothérapie externe pour la raison suivante. D'abord parce que dans l'essai Opéra, pour les tumeurs qui faisaient moins de 3 cm, on randomisait le contact premier contre à Bergama. Et vous voyez que là, la différence est encore plus importante que dans le reste de l'essai, puisqu'on avait 97% de bons résultats, conservation à 3 ans contre 63%. Vous verrez que quelque part, peut-être, il y a un mécanisme immunologique. Et puis surtout, quand on fait la radiothérapie de contact première, on voit le rectoscope qui ici fait 2,5 cm de diamètre. On voit la tumeur, parfaitement polypoïde. On fait 30 grès, on est J0, on attend 15 jours. Et 15 jours après, rectoscope, on voit la tumeur Watch, qui a déjà diminué de plus de 90%. Et là, on peut adapter la dose en faisant un champ un peu plus petit à l'intérieur. On refait ensuite 15 jours plus tard, réponse complète, et on termine en rajoutant ensuite la radiochimiothérapie. La conclusion de cet essai est donnée par un chirurgien de Eindhoven, très haut niveau de preuve, ça doit changer les pratiques. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque désormais en France, dans le TNCD, il est écrit que pour les T2N0, à n'importe quel âge, malade opérable ou pas, si la tumeur fait moins de 4 cm, on pense à la conservation, et si elle fait 3 cm ou moins, on commence par la radiothérapie de contact et après on fait CAP 50. Et effectivement, avec ça, on doit obtenir 90% de malades en vie à 5 ans, conservant leur rectum avec une bonne fonction rectale. Autre pratique clinique, bien sûr, pour pouvoir faire du traitement du cancer du rectum, il faut maîtriser la rectoscopie rigide, et je ne saurais trop insister sur l'utilisation de ce rectoscope qui est fabriqué par une maison pour laquelle je n'ai aucun intérêt, mais beaucoup de reconnaissance, qui est la maison Legrand. Voilà, ça fait 3,5 cm de diamètre. Avec ça, on voit la tumeur, on voit la réponse, on voit les téléangiectasies 5 ans plus tard. Mon bureau, que connaît bien professeur Baranger à la Cassagne, ma salle de consultation, le rectoscope, tout seul, et c'est encore mieux s'il y a l'interne pour vous donner un coup de main. On fait la rectoscopie, ça prend 5 minutes, on fait le toucher rectal et on connaît la tumeur de façon extrêmement précise, la sélection. Voilà, préservation rectale, sélection, évaluation de la réponse, angine pectorale, le rectoscope, et vous voyez la tumeur, vous voyez une réponse complète, vous voyez une inflammation, vous voyez une fibrose, vous voyez une petite ulcération, vous voyez des téléangiectasies. Ça, c'est de la vraie clinique. Dans le TNCD, il est dit, si vous avez des tumeurs maintenant qui font entre 3, 5 et 6 cm, il faut faire l'essai Trésor, c'est-à-dire que vous prenez le folfirinox comme référence, 4 cures, et puis vous randomisez auprès de 4 cures. Si ça tombe contact, vous faites contact, puis CAP 50. Si ça tombe pas contact, vous faites CAP 50, et on peut passer de 45 à 65% de conservation à 3 ans pour ces cancers déjà beaucoup plus avancés, groupe intermédiaire, on peut les appeler par rapport. Le professeur Baranger vous parlera du sein, quelques mots. Vous connaissez les 7 Arguides, bien sûr.
L'appareil Papillon 50 ne permettait pas de faire une irradiation circulaire. C'est pour ça qu'on a fabriqué l'appareil Papillon Plus avec ces applicateurs dont on a parlé. La chose intéressante, c'est qu'on a fait des dosimétries. On a mis des dosimètres à l'intérieur de la cavité de tumérectomie dans des gants stériles. On les introduisait, hop. On en mettait à la peau, on en mettait sur l'équateur de la sphère et sur le pôle sud. Et ensuite, on sortait, après l'irradiation, les dosimètres. Et pas la peine d'être un grand dosimétriste pour savoir qu'à la peau, le film restait clair et que dans la cavité, il se noircissait. Et quand le physicien mesure la dose avec ses gaffes chromiques, il vous dit que si vous avez donné 20 Gray au pôle sud, vous donnez 18, à la peau, vous donnez 2,6, un tout petit peu moins à l'équateur. Et bien sûr, c'est au chirurgien de bien faire ses bourses autour de cet équateur pour que la glande mammaire vienne bien se coapter à l'applicateur. La seule différence entre Target, Zeiss et Opera, c'est simplement qu'on fait la même chose, mais là, le chirurgien, il attend 30 minutes entre le premier et la fin du traitement, et là, il a à peine le temps de sortir, et il rentre, et M. Barranger, mieux que moi, vous racontera tout ça. Le PEROP de ça, c'est un travail d'équipe. Alors l'idéal, bien sûr, c'est si le chef de l'équipe est un chirurgien, et c'est encore mieux si c'est le directeur de l'hôpital. Mais ça, c'est nouveau, ça, pour moi. Je n'y croyais pas, je ne crois pas beaucoup à la biologie du cancer, mais il faut bien reconnaître que ça, c'est une vérité. Karen Benezeri, une radiothérapeute éminente de la Cassagne, qui nous a malheureusement quittés pour d'autres cieux plus généreux, à Monaco, bien sûr, c'est facile. Voyez, on est en 1920, une dame inopérable, sénile, immobilisable sur un appareil de radiothérapie. Elle a cette gigantesque 6 cm de tumeur spinocellulaire. En désespoir de cause, on fait lundi 7 Gray, mercredi 7 Gray sur une partie de la tumeur, et puis le vendredi. Puis comme tout se passe bien, la semaine d'après, on refait la même chose. C'est-à-dire que c'est une radiothérapie homéopathique. Eh bien, la surprise générale, novembre, février 2001, juin 2021. Et maintenant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce genre de radiothérapie à dose très forte, très ciblée, uniquement sur la tumeur, qui ne touche pas les ganglions environnants, déclenche des phénomènes immunitaires dont vous connaissez les mécanismes sans doute mieux que moi, mais je crois que vraiment... Et ça aussi, ça a été vu dans le Saint-Pérope, dans le liquide que l'on recueille après le Saint-Pérope, il y a des cytokines qui sont en faveur d'une action immunostimulante de ces doses de radiothérapie de contact. Il y a un développement futur, le premier développement, et je le dois à Marc Davis qui est ici, il faut, monsieur le directeur, obtenir un tarif sécurité sociale pour le Saint-Pérope. Ça, c'est le développement de base pour que les choses marchent. Et puis, bien sûr, on peut faire bouger la source et on peut irradier des volumes beaucoup plus grands. On peut également faire du PEROP, on en parlait avec le professeur Glenn dans la vessie, en ORL, je voyais Alex Bozek tout à l'heure. Et puis, il y a des pays qui n'ont aucune radiothérapie. Et mon rêve, depuis 60 ans, c'est de faire un petit appareil mobile qui aille dans ces pays sans radiothérapie pour faire radiothérapie sans frontières. C'est ça, la radiothérapie de contact. C'est le couteau suisse de la radiothérapie. C'est-à-dire que environ, 5% des malades qui ont de la radiothérapie pourraient avoir de la radiothérapie de contact en France, ça ferait à peu près 10 000. Il faut faire des essais randomisés. Et bien sûr, c'est pour les petites tumeurs accessibles. Tout est dit dans ce superbe livre que vous pouvez trouver sur le stand de Clérad. Et j'ai trouvé la conclusion de ma présentation, parce que c'est Aurélien Dupré qui l'a mise dans le congrès SFCO de cette année. Il dit « La chirurgie est un art validé par les essais thérapeutiques ». Et c'est exactement la même chose, la radiothérapie de contact. C'est un art, parce que le radiothérapeute, il est là avec son instrument, avec le chirurgien, validé par des essais randomisés. Je vous remercie. Merci pour cette présentation très complète sur l'histoire de la radiothérapie de contact. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des commentaires ? Un commentaire, oui, sur le nombre d'applications. Parce que justement dans l'application PEROP, dans les tumeurs et dans les résultats les plus démonstratifs que vous nous avez présentés, on voit qu'à chaque fois, il y a eu plusieurs applications. Une application principale, mais voilà. Est-ce qu'on peut quand même obtenir, à votre avis, le même effet, avec une toxicité suffisamment limitée, dans une utilisation péropératoire voilà. Alors, si on prend l'exemple du sein,
Et on peut prendre l'exemple de la vessie, on peut prendre l'exemple d'une lésion résiduelle au niveau de la carotide. En PEROP, on ne fait qu'une application. Et la condition pour ne faire qu'une application, il ne faut pas que l'épaisseur que l'on veuille traiter dépasse 5 mm. Parce que vous avez vu la tumeur cutanée, on a fait des applications et les lésions du rectum, elles diminuent d'une séance sur l'autre. C'est pour ça que dans les peaux qui font 5 ou 8 mm, beaucoup moins épaisses que les tumeurs rectale, on fractionne l'irradiation pour laisser à la tumeur le temps de s'affaisser. Et la dernière séance est faite comme un péropératoire sur une lésion dont, s'il y a encore des cellules dans les 5 mm d'épaisseur, c'est suffisant. Donc le PEROP, pour moi, c'est toute lésion qui fait 4 cm ou moins de 5 mm d'épaisseur. Le chirurgien a tout enlevé, et puis, comme dans une tumorectomie, comme dans une résection transurétrale, il reste un petit quelque chose, et là, ça vaut le peine de faire un seul coup de PEROP en péropératoire. On peut l'imaginer dans un R1, dans certaines situations, on ne peut pas réséquer la totalité, par exemple, d'un ganglion ou autre, voilà, ou dans une récidive pelvienne pour un cancer gynécologique. Je ne sais pas si ça a été fait déjà. Mais le R1, par définition, alors on parle d'un R1 de sein ? Non, je parlais cancer gynéco, par exemple. Un R1 dans un... Un ganglion, on ne peut pas ôter en complément. Un ganglion. Oui. Alors on a un col, on fait un curage, il y a un ganglion qui est sur l'artère ou la veine iliaque, on l'enlève, mais on l'enlève R1, oui, quand on a le résultat d'anapathe, mais non, on le voit fait un petit coup de PEROP sur cette zone où le ganglion était enlevé R1, pour moi, une très bonne indication de PEROP. J'étais avec le chirurgien Aurel Alec Bozek, et pour moi, les ganglions qui collent à la carotide, qui sont également assez fréquents, voilà. Les ganglions qui collent sur un vaisseau, c'est une très belle indication, en cas de chirurgie R1, de rajouter une petite dose sans danger. On irradie 2 cm sur 5 mm d'épaisseur. Et Alec Bozek, non, Olivier Gléhen a revu les cancers de l'estomac à qui on faisait 15 grès à 3 cm d'épaisseur après une gastrectomie totale, avec un applicateur d'électrons qui faisait 8 cm de diamètre. Et 10 ans après, l'aorte était impeccable. Ouais. Et surtout avec un taux de récidive loco-régional pour des tumeurs qui n'étaient que T3 et plus. Bon, on parle de l'histoire. Jamais rapporté, mais voilà. Sur des patients sélectionnés, et donc sans randomisation, et donc sans level 1 évidence. Mais oui, on avait une large expérience de radiothérapie péropératoire dans l'estomac avec... une efficacité supposée tout au moins. Les mauvaises langues appelaient ça Tchernobyl. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, écoutez, merci. Merci pour cette présentation. Alors, ça va être difficile de passer après le professeur Gérard, qui vous a rappelé l'historique de cette technique. Donc, je vais vous donner quelques éléments concernant l'application dans le cancer du sein, sachant que certes, c'est peu différent de ce qui peut se faire, et pour ceux qui en ont l'habitude, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens sénologues dans le cadre de la chirurgie du cancer du sein et de la radiothérapie intracavitaire. Je vais vous rappeler quand même à travers cette diapositive qu'on observe depuis une quinzaine d'années une radicalité de la prise en charge chirurgicale dans le cancer du sein qui a été introduite d'abord et amorcée par la technique du ganglion sentinelle dans le cancer du sein au début des années 2000. Ça a été le début d'une désescalade thérapeutique qui s'inscrit d'une manière plus générale dans une personnalisation des traitements, dans une optimisation de la prise en charge. La désescalade, elle a été abordée dans le cancer du sein localisé dans la chirurgie. Je vous rappelle qu'on a montré que chirurgie conservatrice plus radiothérapie faisait aussi bien que mastectomie. Ensuite, radicalité du chirurgie du craie axillaire ne faisait pas mieux que la technique du ganglion sentinelle. Donc, on a progressivement étendu les indications de la désescalade. Et c'est d'ailleurs dans un éditorial du JAMA en 2017 où ont été publiés les résultats de l'ACOSOC Z00011 qui a démontré que l'absence de chirurgie axillaire complémentaire ne faisait pas mieux que la technique du ganglion sentinelle, même lorsque celui-ci était atteint. C'est ce qu'il appelait Livingstone, ce chirurgien américain, « the less is more ». On est dans cette stratégie du « less is more ».
Et puis, c'est une volonté également pour les patients mieux informés de réduire, d'améliorer plutôt leur qualité de vie et de réduire les conséquences liées au traitement. C'est l'enjeu majeur des chirurgiens aujourd'hui dans la prise en charge des cancers. Comme je vous l'ai dit, la désescalade s'est amorcée au début des années 2000. Pourquoi ? Parce que dans le cancer du sein, une proportion plus importante de patientes avec un cancer précoce a été diagnostiquée grâce au dépistage en particulier, que les patientes mieux informées tolèrent moins les effets indésirables parce qu'elles veulent préserver leur qualité de vie, parce que le cancer du sein est aujourd'hui beaucoup plus guérissable qu'il l'était il y a plusieurs décennies. On est à plus de 90% de survie sans récidive et de survie globale pour les patientes qui ont un cancer du sein localisé. Le rationnel de la radiothérapie péropératoire, j'en retiendrai 4. C'est d'abord la possibilité de délivrer une dose optimale à la tumeur, une dose plus faible sur les organes à proximité, principalement au niveau de la tumeur. C'est parce que dans le cancer du sein, la récidive locale reste aujourd'hui très faible, elle est inférieure à 2%, en tout cas entre 1 et 2% à 5 ans, et puis que dans plus de 80%, en plus de 2/3 des cas, eh bien cette récidive, elle survient sur le site initial autour de la tumeur, parce qu'on veut réduire les effets indésirables des traitements. On a diminué nos indications de chimiothérapie avec la prescription de signatures moléculaires, on a diminué la radicalité du chirurgie, donc pourquoi pas pour la radiothérapie. Et puis il y a une obligation de responsabilité institutionnelle qui est celle de réduire les coûts liés au traitement en particulier et au transport lorsque l'on fait de la radiothérapie conventionnelle. Quelques mots sur... Donc, M. Girard a bien expliqué quels étaient les systèmes qui permettaient de traiter en intracavitaire à dose unique, donc le système des électrons et puis celui de la des rayons X de basse énergie dont s'inscrit l'intrabim et Papillon Plus. Quelques mots sur Target A qui a mis en lumière la faisabilité de cette technique intracavitaire péropératoire qui permettait d'évaluer le contrôle local grâce à la radiothérapie à dose unique de 20 Gray en péropératoire dans le lit de tumorectomie. Donc plus de 2000 patientes qui ont été incluses dans un essai randomisé radiothérapie conventionnelle versus radiothérapie péropératoire. Première étude publiée au début des années 2000 avec un suivi médian de 3 ans. Que montrait cette étude ? Eh bien, c'est que le contrôle local, c'est-à-dire le taux de récidive locale qui était l'objectif principal, n'était pas inférieur et statistiquement différent du contrôle local obtenu grâce à la radiothérapie conventionnelle. Par contre, les décès non liés au cancer étaient significativement plus bas dans le groupe radiothérapie intracavitaire à dose unique, contrairement au traitement par radiothérapie externe. Le suivi à long terme, cette fois-ci, entre 8 et 10 ans, entre donc 2 publications, 2020 et 2021. Critères d'inclusion, femmes de plus de 45 ans, tumeur inférieure à 3,5 cm, accessible à un traitement conservateur du sein, bien évidemment, quel que soit le statut ganglionnaire clinique. Eh bien, on montre là que le taux de récidive locale est non statistiquement différent après radiothérapie intracavitaire à dose unique versus radiothérapie conventionnelle, même s'il est légèrement plus élevé. C'est ce que l'on a accepté et toléré dans le traitement conservateur du sein associé à une radiothérapie externe par rapport à la mastectomie à une époque. Et puis par contre, un bénéfice en termes de morbidité, une diminution de la mortalité également pour cause autre que le cancer du sein et qui était statistiquement significatif. Une méta-analyse publiée en 2024, donc très récemment, qui compare la radiothérapie péropératoire en introduisant, finalement il n'y a que 2 essais randomisés, il y a Elliott et puis Target A, où ce ne sont pas exactement les mêmes pratiques, mais qui montrent dans cette revue de la littérature et cette méta-analyse que pour eux, il y a peut-être une augmentation un peu plus importante du risque de récidive locale avec un traitement localisé intracavitaire à dose unique de 20 Gray, mais par contre, aucune différence statistiquement significative en termes de survie globale et de survie sans récidive. Donc considérée comme une technique plutôt fiable.
Monsieur professeur Gérard nous a parlé donc de l'étude de phase 2 que nous avons réalisée au Centre Antoine de la Cassagne. Les critères d'inclusion de ces patientes étaient un NST de grade 1 ou 2, donc plutôt de bon pronostic, avec carcinome canalaire in situ ou carcinome canalaire in situ, quel que soit le grade, patiente plutôt ménopausée de plus de 60 ans. Elle devait présenter un cancer unique du sein, unifocal, RH+, HER2 non surexprimé, donc des facteurs de risque de récidive plutôt faibles. Pas de ganglion palpable à l'examen clinique, patiente opérable pour un traitement conservateur du sein. L'objectif principal était d'évaluer la dose délivrée à l'équateur et puis en profondeur et au niveau de la peau, à l'aide de dosimètres que l'on mettait en péropératoire, mais également d'évaluer en objectif secondaire la tolérance à cette procédure, l'évaluer la survie sans récidive et évaluer la qualité de l'application. Et ça, c'était donné par le chirurgien. Plusieurs intervenants au cours de cette intervention chirurgicale, je n'ai pas cité nos ibones ici présentes et qui nous accompagnent, qui vérifient ce que l'on va dire quand même et qui sont au Centre Antoine de la Cassagne. Donc chirurgiens, radiothérapeutes, mais également physiciens. C'est un travail d'équipe, même si c'est techniquement pas très compliqué, mais c'est un travail d'équipe. Après l'indication validée par le chirurgien et par le radiothérapeute qui voit la patiente en consultation également pour lui expliquer la technique aussi, eh bien on débute par une chirurgie d'exérèse des ganglions sentinelles afin de s'assurer, et avec un examen extemporané. C'est la seule indication pour nous d'examen extemporané, même si on connaît la sensibilité de l'examen extemporané qui se fait plutôt par cytologie que par frozen section. Eh bien, si celui-ci est positif, bien sûr, on renonce à la radiothérapie péropératoire. S'il est négatif, on poursuit la procédure. On réalise la chirurgie d'exérèse de la tumeur qui, malheureusement, plus fréquemment, doit être effectuée par voie directe pour faciliter l'introduction de l'applicateur et diminuer le risque d'irradiation au niveau de la peau. On choisit l'applicateur. Alors, c'est vrai qu'idéalement, il faut prendre un applicateur qui soit le plus gros possible, mais après, ça tient compte aussi du volume du sein, de la localisation de la lésion par rapport au cadran du sein, une glande qui est plus importante dans les cadrans externes que dans les cadrans inférieurs ou dans les cadrans internes, et puis évidemment de la taille de la tumeur. Donc on se bat souvent avec les radiothérapeutes, on nous dit prenez un plus gros, non je peux pas, il faut que ça rentre, il faut pouvoir fermer derrière, il faut faire la bourse. La complexité de l'étude c'était de mettre les petits dosimètres au bon endroit. Dans le fond ça allait, mais sur les côtés c'était un peu plus compliqué, mais on y arrivait avec l'habitude. Voilà, donc en péropératoire, réalisation d'une bourse pour bien englober la totalité de la sphère, en laissant la peau bien à niveau et en dehors. Voilà, on introduit l'applicateur avec le bras mécanique, qui est bien positionné, qui reste en place et qui ne bouge pas. On applique les dosimètres comme il était convenu, on ferme la bourse. Technique classique de l'intrabîme, globalement ça reste la technique péropératoire. La peau est écartée et puis on place, comme je vous dis, et là, c'est merveilleux parce que j'avais utilisé l'intrabîme quand j'étais à Paris il y a fort longtemps, avant d'arriver ici. Et d'ailleurs, je me souviens des premiers entretiens que j'avais eu avec le professeur Gérard qui m'avait dit « Vous allez voir, vous allez découvrir une technologie innovante. » Je dis « Ça tombe bien, j'en ai entendu parler, mais sachez que c'est l'arlésienne. » Je me souviens de ce terme-là. Et puis finalement, en tenant, eh bien, quelques années après, nous avons pu lancer cette étude. Donc, très honnêtement, vous ne tenez pas une minute. Vous êtes à peine sorti que vous appuyez sur le bouton et que l'irradiation de 20 grès est donnée en moins d'une minute. Et là, par rapport à l'intrabîme, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. C'était un peu la complexité de l'autre technologie intracavitaire péropératoire à dose unique. C'était la longueur de la délivrance du traitement. Là, moins d'une minute. Voilà les résultats obtenus. Alors ici, vous pouvez voir que les caractéristiques des patientes sont plutôt des cancers de bon pronostic, des petites tumeurs de moins de 2 cm dans une grande majorité des cas, comme vous pouvez voir ici. Vous avez des tumeurs sans envahissement ganglionnaire également. Un applicateur, vous voyez, c'est plutôt le 3,5 et le 4, mais plutôt le 3,5 qui est, c'est en corrélation avec la taille de la tumeur, bien évidemment. Et voilà, comme il a été expliqué, les doses délivrées au niveau de la peau sont extrêmement faibles. Au niveau de l'équateur, moins importantes, mais quand même suffisantes. Et puis surtout en profondeur, qui est largement suffisante. En termes de suivi à 1 an à l'époque, eh bien, pas de réintervention chirurgicale, parce que pas lié à des complications liées à la technique péropératoire, des résultats cosmétiques qu'on évaluait régulièrement dans le suivi des patientes qui étaient considérés comme excellents dans
plus de 90% des cas, satisfaction des patientes qui était très bonne également, aucune récidive n'a été déplorée et il n'y en a encore aucune à ce jour parce qu'on les revoit encore régulièrement et on a un suivi qui est maintenant beaucoup plus long et à ma connaissance et en péropératoire, en tout cas pour le chirurgien, pas de difficulté à réaliser ce geste complémentaire qui n'alourdit pas évidemment le geste chirurgical. Alors, qui peut bénéficier de cette technique? Eh bien, ce sont simplement les recommandations. Il suffit de suivre les recommandations de l'estro et de l'astro pour l'irradiation partielle, patiente ménopausée, NST, plutôt un NST qu'un lobulaire infiltrant, unicentrique bien évidemment, à faible risque de récidive, donc pas forcément d'indication de chimiothérapie complémentaire, on reste prudent, RH plus HER2 négatif, lésion de moins de 30 mm, donc globalement accessible à un traitement conservateur. Pour le Jacques-Estro, plutôt des patientes à faible risque de récidive à 5 ans, dont le risque de récidive est estimé à peu près à 2%, donc ça s'intègre complètement dans ces indications-là. Aujourd'hui, ça reste une indication qui s'inscrit dans un essai thérapeutique. Malheureusement, on peut le faire en dehors, mais c'est plutôt dans le cadre d'un essai thérapeutique. Et puis, ce qu'il faut regretter, c'est que les recommandations de bonne pratique publiées en avril 2016 par l'HAS, qui ne prenaient pas en compte l'actualisation de Target A, n'ont pas été réactualisées. À l'époque, ils considéraient que ce n'était pas encore mature, mais n'avaient pas été réactualisées à cette époque. Néanmoins, comme il a été souligné, et ce sera mon avant-dernière diapositive avant la conclusion, c'est qu'il y a actuellement, comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des autorisations en cancérologie en particulier, des travaux du comité de travail de radiothérapie pour la révision de la nomenclature des actes médicaux et particulièrement de la radiothérapie, avec l'introduction des forfaits de radiothérapie. Donc j'espère qu'enfin on va aboutir à quelque chose et qu'on ne financera plus uniquement à la séance. Eh bien, dans le forfait de radiothérapie basse énergie, ce qu'on appelle le E3, radiothérapie à basse énergie ou électron péropératoire, eh bien la radiothérapie péropératoire est intégrée dans ces forfaits. Donc on n'est pas encore le montant de remboursement, mais c'est en réflexion et ça n'a jamais été aussi proche. Donc on peut s'en réjouir parce que le seul frein aujourd'hui, ça reste le financement, enfin, il faut être lucide. Néanmoins, je veux simplement vous dire qu'il existe un financement pour l'Espagne, il existe un financement pour l'Italie, il existe un financement en Allemagne, il existe un financement au Royaume-Uni, je ne vous parle pas des pays nordiques, Norvège, Finlande, évidemment, Danemark. Voilà, donc on est quasiment le seul à pas avoir ces remboursements dont on est certain, et ce sera montré après, le bénéfice médico-économique, je l'espère. Je n'ai pas vu la présentation, mais je l'espère. Donc en conclusion, ça reste une technique qui est simple, reproductible, sans nécessité de courbe d'apprentissage. Maintenant, les données scientifiques à long terme confirment l'efficacité de cette technique sur le plan carcinologique. La faible morbidité, bien au contraire, une réduction de la morbidité, on l'a vu à travers les résultats de Target A. Bien sûr, il faut sélectionner nos patientes, des cancers du sein plutôt de bon pronostic, plutôt des femmes âgées, en tout cas dans un premier temps. Les résultats esthétiques sont très satisfaisants, comme ceux des patientes. Le bénéfice médico-économique sera discuté après, et c'est ce que j'appelle le traitement éclair, et non pas la flash thérapie comme le proton, mais le traitement éclair, le traitement en 1 heure du cancer du sein. La patiente vient en ambulatoire, vous l'opérez, elle ressort avec sa prescription d'hormonothérapie. Voilà, donc je pense que c'est une avancée, et je suis convaincu que dans les années à venir, quand il n'y aura plus ce frein économique, eh bien nous réussirons à développer cette technologie, toujours au bénéfice des patients. Je vous remercie. Alors, je vais faire le modérateur en même temps. Qui veut me poser des questions? Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont déjà essayé cette technique dans l'intrabîme? Non? Non. Pas encore. Bon, en tout cas, sachez que c'est absolument pas compliqué. Je peux faire un commentaire. Quand on a mis la technique en place avec le professeur Baranger, je me suis intéressé à la première patiente. C'était une pharmacienne qui habitait à 2 heures de Nice, et je lui ai téléphoné régulièrement. Et cette dame disait, mais je ne me suis même pas aperçu que j'avais un cancer. Je suis arrivé lundi matin, à 7 heures, à 9 heures on m'opérait, à 11 heures j'étais dans mon lit, à 3 heures de l'après-midi le chirurgien venait me dire au revoir, je rentrais chez moi et j'ai repris ma vie pratiquement normalement. Et c'est vrai que psychologiquement,
ce genre de traitement et de désescalade, ça change complètement la vision des choses. Et un grand spécialiste de Clermont-Ferrand va nous en parler encore bien mieux que moi. Voilà, l'introduction est faite. Dr Christophe Scherrer qui va nous parler de l'analyse médico-économique. Merci. Merci pour l'introduction. Donc, je vais, corroborer ce qui a déjà été dit et essayer de... Et vous allez voir, je vais mettre des chiffres sur ce qui a été dit, puisque j'ai en charge de vous présenter l'aspect économique qui va se faire à travers de notre expérience clermontoise, où on a mis en place l'intrabim. Maintenant, aujourd'hui, en routine, je vais vous expliquer. Alors, qui on est? On est un centre privé situé à Clermont-Ferrand. Je le précise qu'il est privé parce qu'on est le seul centre privé en France à s'être équipé en intrabim, et on a fait ça en février 2016. Donc, on a une salle d'opération qui est équipée dans la clinique. On est une équipe de 2 chirurgiens et 3 radiothérapeutes. On traite maintenant à peu près 900 nouveaux cas de cancer du sein par an dans le centre. Et on a une unité de recherche clinique où on étudie particulièrement nos radiothérapies PEROP avec un article en préparation sur l'impact médico-social et surtout sur la qualité de vie. Et je me permets juste de rebondir là-dessus, c'est l'incroyable amélioration de la qualité de vie du parcours patient qu'on a ressenti au cours de notre expérience. Et elle est vraiment venue au devant de la scène, cette qualité de vie. Donc, notre étude médico-économique, elle est rétrospective sur une période de 8 ans, de février 2016 à mars 2024. Ça correspond à une cohorte de 601 patientes traitées dans notre centre. Je vous ai fait le profil de la cohorte. Voilà, c'est plutôt des grades 1 ou 2. C'est de taille de 2 à 30 mm, âge médian 68. On a eu 7 patientes qui ont bénéficié d'une procédure bilatérale synchrone, c'est-à-dire qu'elles ont un cancer bilatéral éligible les deux à la technique. Et maintenant, on l'a mis en routine, c'est-à-dire que toutes les patientes de nos nouveaux cas qui ont l'indication ont la technique. On traite essentiellement des patientes de notre département à 60%, et puis les autres départements représentent 40%. Alors, combien ça coûte l'intrabim? Comme on l'a dit, c'est là que ça commence à devenir. Donc, la machine, on l'a achetée 600 000 euros, qui a été financée uniquement par le propriétaire de notre centre de radiothérapie. Elle nous coûte 43 000 euros par an de maintenance. Donc, au bout de plusieurs années, ça commence à faire. Les applicateurs, faut savoir qu'on les change tous les 100 stérilisations. Il coûte 7 700 euros hors taxe, ça fait 9 000 euros sans utilisation, ça fait 90 euros par séance. Donc quand on pète la sonde, enfin on la pète pas, elle se casse toute seule au bout de 100 stérilisations. Mais à chaque fois qu'elle pète, on va voir la radiothérapeute et il dit il faut en racheter une. Ben, il remet encore 10 000 sur la table. La salle d'opération, ça nous a coûté 50 000 euros. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait comme économie? Alors nous, on ne fait pas d'économie dans la clinique. Par contre, le système de soins en fait, lui. Et le premier poste d'économie, c'est les frais kilométriques. Mais ça, c'est le propre de la radiothérapie, le transport. L'exemple de notre territoire, quand on a refait le calcul, donc on a repris les critères, je vais vous les donner dans le diaporama, c'est les calculs, on les a sur amélie.fr. C'est des frais kilométriques, des forfaits de prise en charge, etc. On a recalculé tous les trajets de nos patientes. On arrive avec une fourchette qui varie pour 25 séances de radiothérapie au plus bas de 889 euros à au plus haut 5 637 euros pour le traitement. Ça fait une moyenne par patiente de 217 euros et qui, au bout de notre série, fait plus d'1,2 million d'économies pour les caisses de sécurité sociale de nos patientes. Le deuxième poste qui est difficile à calculer, donc on l'a simplement évalué, c'est le coût de l'arrêt de travail.
Et c'est là que ça rejoint la qualité de vie, c'est-à-dire que le parcours, comme le disait le professeur Baranger, le parcours d'un intra-abîme, c'est un parcours d'une maladie bénigne. C'est-à-dire qu'on vient, on se fait opérer, on repart et il ne se passe rien. Et c'est là qu'on a remarqué l'impact du traitement conventionnel. C'est-à-dire qu'on opère, ils attendent 1 mois et demi, ils ont leurs 5 à 6 semaines de rayon, ils rentrent dans un schéma de maladie. Ils rentrent, ils sont... alors moi j'avais fait, à l'époque, pour imaginer ça, j'avais fait la parabole du chauffeur de taxi. C'est-à-dire que 25 séances, vous rentrez dans le taxi 50 fois. C'est la personne que vous voyez le plus souvent dans le parcours de soins. Et 50 fois, le chauffeur de taxi, il vous dit que vous avez le cancer. Parce que lui, il ne fait pas la différence entre un grade 1 de 5 mm où vous lui avez expliqué « mais non, c'est pas grave, c'est petit, machin », et le grade 3 qui a eu la chimiothérapie. Et le chauffeur de taxi vous regarde exactement de la même façon. Et en fait, ces patientes, on s'est rendu compte au bout d'un moment que quand elles avaient le parcours classique, elles avaient le parcours de quelqu'un qui a le cancer, donc elles avaient le cancer dans leur subconscient, enfin dans leur inconscient on pourrait dire. Et ça se traduit en chiffres dans la durée d'arrêt de travail, parce qu'on a des arrêts de travail après procédure d'intra-abîme qui varient entre 15 jours et 21 jours, donc 2 à 3 semaines, versus 5 mois quand elles ont le traitement classique, parce qu'elles s'arrêtent au moins jusqu'à la fin des rayons, et les radiothérapeutes souvent rajoutent 1 à 2 mois derrière d'arrêt de travail. Donc essayer d'évaluer ça en termes de coûts, c'est difficile parce que le remboursement des indemnités journalières, ça dépend du contrat de travail. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros au moins. Nous, on avait fait une évaluation, on avait repris les patientes en activité et on avait évalué un salaire moyen de 2 000 euros. Et puis, quand on n'a pas de parcours de soins complexes, eh ben, on a moins de consommation médicale, et il y a sûrement une consommation médicale un peu moindre dans ce sous-groupe. Mais c'est, une fois de plus, difficile de mettre des chiffres précis là-dessus. Je vous ai remis les éléments du tarif qu'on trouve sur le site amélie.fr. Donc, vous avez un forfait de prise en charge de 15 euros. Si c'est pas le même département, c'est 16 euros. C'est 1,7 euro du kilomètre. Il y a une valorisation pour les trajets courts, etc. Bref. Donc, il faut prendre la distance. On a pris la distance domicile jusqu'au centre de radiothérapie de référence, parce que quand on opère des gens qui habitent très loin, on n'a pas recalculé le trajet à Clermont-Ferrand, on l'a recalculé entre le domicile et le centre de radiothérapie le plus proche, de référence pour la patiente. Voilà. Il faut enlever 3 km, bref. Enfin, tout le monde peut faire ça, et ça donne dans sa région le coût du transport, qui est l'économie principale. Je rajouterai, pour mettre des chiffres sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est le problème du forfait, c'est-à-dire que dans le service public en France, on est rémunéré dans les centres de radiothérapie à la séance. Le prix moyen, c'est 754 euros par séance, ce qui représente pour un traitement du cancer du sein, si vous faites en 25 séances, le service de radiothérapie va récolter 18 800 euros, et si c'est 33 séances, c'est presque 25 000 euros. Contrairement au secteur privé où on est au forfait et qui peut être l'objet, et ce qui est souvent l'objet de négociations locales. Mais en tout cas, nous, on facture un volume de sein à 4 500 euros, quel que soit le nombre de séances. Donc nous, on est déjà au forfait, donc ça nous facilite la tâche de mise en œuvre. En tout cas, il n'y a pas un gap entre faire une seule séance et être rémunéré 754 euros et faire 33 séances et être rémunéré 25 000 euros. C'est un des éléments à prendre en compte dans la diffusion de la technique. Donc en conclusion, eh ben oui, l'absence de valorisation financière, c'est un obstacle majeur à la mise en œuvre de cette technique. En tout cas, les économies financières et notamment de transport, elles sont à mettre dans la balance pour justifier cette valorisation. Et il faut quand même rappeler qu'il y a un impact médico-social et de qualité de vie. Nous, on a 2 études en cours, mais elles sont assurément à mettre dans la balance pour justifier les tarifs et la mise en œuvre. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cette présentation qui illustre parfaitement les bénéfices apportés par cette désescalade thérapeutique qui constitue et font partie également de l'innovation thérapeutique, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Il y a aussi les bénéfices médicamenteux alors peut-être les médicaux que vous avez présentés, c'est aussi thérapeutique parce qu'il y a peut-être moins de consommation de traitements, peut-être aussi. Je ne sais pas, antalgiques, de complications liées à l'association radiochirurgicale, parfois qui sont pas importants, mais ouais. Vous l'avez publié ces résultats? C'est en cours. Parce que c'est quand même très intéressant de voir ça. J'apprends que dans le privé, on est au forfait pour les séances de radiothérapie. D'accord. Chez nous, ils ne sont pas au forfait. Hein. Oui, je sais. Oui, bien d'accord, ils sont à la séance. Hein. Parce que si le développement de l'hypofractionné... Alors, ces chiffres-là sont vrais hors développement de l'hypofractionnement. Aujourd'hui, avec l'hypofractionnement, nos patientes, 75% de nos patientes ont 15 séances au maximum. Voire même de l'hypofractionnement extrême. À un moment, on a dû aller jusqu'à 5 fractionnements pour certaines patientes en post-Covid immédiat. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouvelles recommandations dans le traitement de radiothérapie, on n'est plus forcément sur 25-30 séances. J'ai pris 25 parce qu'on a encore pas mal de centres qui font 33 quand même. Donc on a fait le mix entre l'hypofractionné 15 et le 33, on a mis 25. Mais c'est vrai, on a pas mal de patientes qui, si on les avait pas traitées en RTPO, elles auraient eu 33. C'est clair. Et nous, on a compté 25. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Non? Écoutez, il est 59. Il est pile poil l'heure pour que Monsieur Gérard puisse continuer à faire ses présentations, son show dans d'autres à 18h. Rendez-vous. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci à Clérad de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette technique péropératoire au bénéfice des patients. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci.